Tous. Hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre rubrique de retour à la maison dans notre émission du CJD. Alors cette semaine, je suis allée à la rencontre d'Henri Decapelle. Bonjour Henri. Bonjour Sandrine. Alors Henri, vous êtes dirigeant de la partie innovation au sein de l'entreprise De Well Strategy. Vous avez 42 ans, vous vivez en couple avec Virginie et vous avez un petit garçon, Arthur. Alors, avant de s'installer à Montpellier, Henri, j'ai cru comprendre que vous aviez parcouru le monde, dans un premier temps seul, puis en couple. Eh bien, aujourd'hui, c'est de cela que je souhaiterais que l'on parle et que vous puissiez nous partager eh bien, votre parcours qui est riche et qui vous a permis, je dirais, de grandir d'une certaine façon. Alors, on dit souvent que le voyage forme la jeunesse. Est-ce que vous considérez effectivement que le voyage a forgé la vôtre? Absolument. Ah, Oui, tout à fait. racontez-nous un peu. Quand j'avais 17 ans, comme tout ado, des difficultés avec ses parents. Moi, dans mon cas, j'étais clairement en échec scolaire. Euh, et du coup, tout ça, j'ai eu la chance d'avoir des cousins qui avaient vécu à l'étranger quand ils étaient petits. Et j'avais toujours admiré le fait qu'ils puissent parler une autre langue. Euh, alors, ça ne me permettait pas d'avoir des bonnes notes en anglais, hein, puisque j'avais 4 de moyenne en anglais en seconde. Mais en tout cas, ça me fascinait. Et donc, comme un caprice d'ado, ça m'a pris un été. J'ai dit à mes parents, j'arrête les études, j'en ai marre, je veux partir et je veux partir à l'étranger. Alors mes parents, qui sont très résilients, ont attendu un petit peu pour voir si c'était pas juste un caprice d'adolescent, comme on sait en faire quand on est adolescent. Et au bout de 3 mois, ils se sont rendus compte que non, non, j'étais toujours fixé sur mon idée. Et donc, par la bienveillance que peuvent avoir des parents vis-à-vis de leurs enfants, ils ont trouvé des informations sur un organisme qui permettait d'accueillir des ados comme moi, dans un environnement sécurisé, pour les parents en tout cas. Et du coup, ils ont fait un deal avec moi. Ils m'ont dit, écoute, ok, tu veux arrêter tes études, ok, tu veux partir à l'étranger, on va t'y aider. On va te payer tes premiers mois de loyer, on t'a trouvé un organisme, mais il y a 3 conditions. La première, c'est que tu vas dans l'organisme qu'on a choisi pour toi. La deuxième, c'est que tu prends des cours sur place. Et la troisième, c'est que tu passes ton bac. Donc voilà, là le deal au départ. Donc en bon parent bienveillant, moi, comme tout ado de 17 ans, je me rendais pas compte que j'avais pas le premier euro pour. Et du coup, ils m'ont ouvert la réalité en me disant, bah, de toute façon, c'est soit ça, soit il va falloir que tu trouves un boulot et que tu te finances. Donc c'était un bon deal pour moi. Je suis parti comme ça en Irlande, Pendant 2 ans? à Dublin, pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et est-ce que vous avez eu votre bac? Oui, je l'ai eu. Et du premier coup, sans les rattrapages. Ça, Premier coup. ça a surpris tout le monde et moi le premier. Alors, qu'est-ce que vous avez appris pendant ces 2 années? Enfin, là, si nous avons des auditeurs et des auditrices qui vous écoutent, des parents qui peut-être se posent la question de comment faire avancer leurs ados, comment leur donner la liberté qu'ils aiment tant. Euh, Comment ça s'est passé ces 2 années? Alors, ce que j'ai appris déjà, c'est l'anglais. Mais c'était assez intéressant puisque j'étais vraiment en complet échec scolaire depuis plusieurs années en France. Et j'ai dû partir à la recherche d'une école en Angleterre, en Irlande, pardon, puisque un des engagements que j'avais pris vis-à-vis de mes parents, c'était de suivre des cours localement. Donc j'ai trouvé une école sous les conseils de l'organisme qui m'hébergeait. Et en fait, tout était arrangé depuis le départ, mais euh, mes parents m'ont laissé croire que c'était moi qui avais fait l'ensemble des démarches. Je l'ai appris que bien plus tard, qu'en fait, tout avait été déjà organisé. Et donc, j'ai suivi des cours sur place. Et dès le premier trimestre, alors que je ne parlais pas un mot d'anglais, j'ai eu la moyenne partout. Donc, vous aviez Quelqu'un qui était en trouvé échec et scolaire, waouh. tous mes cours étaient en anglais, je ne parlais pas un mot d'anglais, et dès le premier trimestre, j'ai eu la moyenne partout. Parce que le système scolaire irlandais est très différent du système français. On est sur la responsabilisation de l'individu et non pas la culpabilisation. Et c'est un système qui finalement me convenait très très bien.
J'ai très bien réussi dans ce système-là. J'ai suivi de manière sporadique les cours du CNED, comme tout adolescent qui prend son envol dans un pays étranger. J'allais beaucoup plus souvent au pub et au cinéma à suivre mes cours du CNED. Mais comme mes parents n'étaient pas riches, il a fallu quand même que je trouve du travail. Et ça a permis de limiter mes soirées au pub. Je comprends. Alors, bon, vous êtes rentré à l'issue de 2 années avec votre bac en poche, avec la découverte d'une nouvelle culture, avec l'anglais. Vous étiez là pour le coup bilingue. Quand vous êtes rentré, comment vous avez mis tout ça à profit? Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Alors ensuite, le fait d'être bilingue m'a permis de rentrer dans un grand groupe allemand, qui s'appelle Siemens, pour faire dans le cadre d'un BTS en alternance que je voulais faire. Je voulais absolument poursuivre mes études, mais je voulais aussi garder ce côté pragmatique du terrain que j'avais découvert en Irlande. Et du coup, j'ai fait un BTS en alternance. À la suite de quoi, j'ai décidé de commencer à travailler. Puis je me suis aussi rendu compte, en faisant ces petits boulots en Irlande, que j'avais envie de plus, j'avais envie de pouvoir influencer plus les choses. Et donc j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai fait une école de commerce à La Rochelle. C'est intéressant parce que là, vous nous dites que de quelqu'un qui était soi-disant en échec scolaire, cette expérience, cette ouverture que vous êtes autorisé en partant en Irlande, elle vous a pour le coup redonné le goût d'apprendre. C'est ce que j'entends. Oui, 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 absolument. Donc là, vous partez en école de commerce et vers quoi vous avez envie d'aller à ce moment-là? J'ai envie d'aller vers la création d'entreprise. J'ai envie d'aller dans l'innovation et la création d'entreprise. J'ai eu la chance d'avoir un ordinateur à l'âge de 10 ans, qui à ma génération était très très rare, parce que mon papa travaillait chez IBM. Et du coup, j'étais passionné d'informatique et l'innovation apportée par l'informatique et l'innovation au sens large et la création d'entreprise m'attirait énormément. Donc j'ai pris une formation en école de commerce autour de la stratégie et création d'entreprise. D'accord. Bon, et est-ce que là, vous avez continué à voyager? Comment ça s'est passé ensuite? Bah, après 5 ans d'études, la cinquième année, j'avais vraiment très très envie de repartir en Irlande. Le pays me manquait, la culture me manquait. J'avais vraiment très très envie d'y retourner. Et donc, avec un copain d'école de commerce, on a décidé que dès qu'on aurait fini nos études, on allait trouver un petit boulot pour nous financer un départ en Irlande. Et on essaierait de trouver du boulot là-bas. Donc c'est ce qu'on a fait. Quand on a fini nos études, on est allé travailler à Paris pour gagner un petit peu d'argent dans des petits boulots. Et puis, au bout de 3 mois, on est parti en Irlande. Et combien de temps vous êtes resté là-bas? 2 ans encore. On est parti. Lui a trouvé un boulot à Dublin, dans une grosse société américaine. Et moi, j'ai trouvé un boulot à Cork, chez Apple, aussi une grosse société américaine. D'accord. Bon, et alors à quel moment vous créez votre entreprise? Je crée mon entreprise 6 ans plus tard. 6 ans plus tard. Ouais. Donc vous êtes en Irlande, vous rentrez en France? Comment Je, vous... je suis en Irlande, je suis débauché par une autre grosse entreprise américaine qui s'appelle General Electric. Puis ensuite, mon pays, ma famille, mes amis me manquent, donc je décide de rentrer en France. General Electric décide de vouloir me garder, donc me propose un contrat français et anglais. Donc j'avais mes bureaux à Londres et je vivais à Paris. Donc je faisais l'aller-retour toutes les semaines. Euh, et pour information, c'est plus rapide d'y aller en voiture, malheureusement, qu'en avion. D'accord. Bon, alors en tout cas, sur cette première partie, ce qui peut être très intéressant pour les auditrices et les auditeurs, c'est que ben, tout n'est pas perdu quand on a un ado qui n'est pas trop copain avec l'école. Finalement, il y a des belles issues qui peuvent se mettre en place avec un peu d'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que ça a nécessité comme autre, je dirais, alors, pas les valeurs, même si on est sur le thème des valeurs cette semaine. Qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place ou quels étaient les prérequis pour pouvoir partir dans une telle aventure? Si vous aviez un conseil à donner et aux jeunes qui nous écoutent et aux parents qui nous écoutent.
Pour les jeunes, je dirais qu'il faut continuer à être soi-même, vivre ses passions, mais dans un pays étranger, ça permet le contact, ça permet de rencontrer les gens qui sont passionnés comme vous, et quelle que soit votre passion, que ce soit, moi, dans mon cas, c'était le cinéma, rencontrer des gens, et donc c'est ce que j'ai vécu, mais si c'est l'escalade, vous pouvez faire l'escalade. Enfin, c'est vraiment vivre ses passions en restant soi-même à l'étranger. Ça permet de rencontrer des gens déjà avec des affinités similaires et de créer de l'échange. Et en créant l'échange, c'est comme ça qu'on réussit non seulement à comprendre la culture, mais en même temps à s'intégrer. Très bien. Bon, en tout cas, je crois que c'est très clair et que ça peut donner aussi beaucoup d'espoir aux jeunes qui veulent partir et puis aux parents qui les laissent partir un peu vers d'autres mondes, si je puis dire. Alors, en fait, vous n'êtes pas arrêté là. Vous avez continué à voyager et puis, dans votre parcours, vous rencontrez Virginie. Et je crois qu'avec Virginie, vous avez aussi beaucoup voyagé. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cela? Oui. En fait, Virginie, je l'ai rencontrée bien plus tôt. J'ai rencontré ma deuxième année de mon premier séjour en Irlande. Euh, et il s'était rien passé, mais il y a eu une petite étincelle qui s'est créée. Je l'ai revue aussi avant mon deuxième séjour en Irlande, donc on se voyait de temps en temps. Et on s'est vraiment re-rencontrés quand j'ai créé ma société, et on était tous les deux à Paris à la même période. Et du coup, on se revoyait puisqu'on était amis de longue date. Et cette fois-ci, les étoiles étaient alignées pour qu'on démarre une belle aventure. Alors, vous avez, je crois, organisé un très long voyage de noces, Oui. si je ne me trompe pas. Déjà, combien de temps il a duré? Dans quel pays vous êtes allé? Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est peut-être que vous nous racontiez dans quel état d'esprit vous êtes parti. Qu'est-ce que vous vouliez vivre? Alors, on est parti un an, dont 8 mois en dehors de l'Europe, et on a souhaité que ce voyage s'inscrivait juste après notre mariage. On avait la chance de pouvoir le faire à ce moment-là d'un point de vue professionnel. Et on voulait vraiment que ce voyage soit extraordinaire à plusieurs niveaux. Et notamment, on s'est dit, c'est dommage de quitter Paris et d'aller à Pékin, par exemple, qui était une des destinations vers lesquelles on voulait aller, en se levant à Paris le matin et en se couchant à Pékin le soir, en ayant traversé des paysages et des cultures extraordinaires. Donc, on a souhaité faire du slow travel, donc le Slow- voyage lent, euh, C'est pour quoi ça, le pouvoir. voyage lent? Racontez-nous un peu. Le voyage lent, le principe du slow travel, c'est justement d'utiliser les moyens de transport que les gens utilisent tous les jours. D'accord, donc c'est le cheval, la moto, la voiture, le bus, le train, le tram, les bateaux. C'est pas l'avion en tout cas, c'est pas le speed travel. Et l'idée qu'on en avait, c'était de se dire, bah, entre Paris et Pékin, on traverse un certain nombre de nuances de culture, et ça nous semblait important dans notre compréhension justement des différences entre les Occidentaux et les Asiatiques, les Européens et les Russes, de vraiment comprendre toutes ces nuances qui nous permettent de mieux appréhender les différentes cultures. Et c'est ce qui s'est vraiment passé? Vous avez Ah, vraiment ressenti? absolument, absolument. Après, l'autre avantage du slow travel, c'est que souvent vous utilisez des moyens de transport qui sont des moyens de transport populaires. Donc vous êtes vraiment en contact avec les gens. Quand vous prenez un avion pour faire Paris-Pékin, les seuls gens avec qui vous êtes en contact, c'est les hôtesses. De temps en temps, vous bousculez quelqu'un pour aller aux toilettes, mais vous n'avez pas vraiment de contact avec une autre personne. Parfois, vous avez votre voisin de siège. Alors que là, vraiment, le slow travel, notamment nous, on a pris le transsibérien, donc c'est plusieurs jours d'affilée dans le train. Là, vous avez vraiment le temps de rencontrer les gens qui travaillent, qui voyagent comme ça. Et les Russes nous disaient d'ailleurs, ils nous disaient, mais vous êtes occidentaux, pourquoi vous prenez le train? On dit, ben, parce que on veut rencontrer des gens, etc. On dit, mais il n'y a que les pauvres en Russie qui prennent le train. Les riches, ils prennent pas le train. Ah, intéressant. Et alors, est-ce que le fait d'avoir utilisé ces moyens de transport et puis en tout cas en dehors des avions. Aujourd'hui, on dit beaucoup que les avions polluent. Là, est-ce qu'on pourrait dire que dans votre voyage du slow travel, tel que vous l'appelez, est-ce qu'on pourrait dire que c'était plutôt une démarche éco-responsable? Est-ce que s'associe pardon, à cela ou est-ce qu'il y a des nuances par rapport à ça? Il y a,
une des raisons, on est sensible aux responsabilités. En tout cas, on l'était au moment où on a démarré ce voyage, et c'était quelque chose qui était dans les critères de la raison pour laquelle on le faisait, mais qui n'était pas un des critères principaux. Les critères principaux, c'était vraiment d'être en contact avec les personnes et de voir ces nuances de culture évoluer, d'apprendre, de comprendre, et vraiment d'être au contact avec les vrais gens du pays. Euh, mais par contre, en voyageant, on a été très secoué sur le côté éco-responsable. Euh, comme on l'expliquait on en parlait l'autre jour avec Virginie, quand on est arrivé dans une petite ville qui s'appelle Irkoutsk, qui est au bord d'un lac magnifique, qui est le lac Baïkal, qui est le plus grand lac d'eau naturellement potable du monde. Et on s'est retrouvé dans un nuage de charbon où il a fallu laver nos vêtements dans des bassines et des bassines d'eau, tellement l'eau devenait noire de charbon. Euh, on s'est retrouvé dans la baie d'Along avec des bouteilles, à ramasser des bouteilles en plastique partout. On a l'impression d'être dans une décharge alors que ce lieu est absolument magnifique et idyllique. Enfin, voilà, ça nous a énormément secoué. On s'est retrouvé à Shanghai sur un bateau à se rendre compte que la mer à 5 km de Shanghai était encore marron de pollution. Donc voilà, ça nous a secoué d'un point de vue éco-responsable de voir en effet comment on peut traiter notre planète un peu partout dans le monde. Donc finalement, ces voyages vous ont ouvert l'esprit et aussi élevé votre niveau de conscience par rapport à ce qui se passait finalement dans le monde d'un point de vue environnemental et puis d'autres aspects, j'imagine. Bon, donc on voit là les limites que vous avez pu voir, toucher, qui vous ont même bousculé, hein, vous le dites. Dans ces voyages, qu'est-ce qui vous a le plus touché d'un point de vue positivement et pour le coup, en tout cas, quelles valeurs ont été les plus touchées et vous êtes revenu avec quoi? Alors je dirais, il y a deux valeurs qui m'ont vraiment touché dans ce voyage. Enfin, il y en a plein, hein, mais particulièrement deux. L'ouverture d'esprit. En fait, l'être humain, moi j'ai découvert pendant ce voyage, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai découvert pendant ce voyage que l'être humain est fondamentalement bon, en fait. Quand vous êtes au contact avec les gens sont fondamentalement gentils, bons, ont envie d'aider, ont envie de communiquer avec vous. Euh, et finalement, ça a été une très belle révélation pour moi, qui est peut-être un petit peu de désespoir dans l'espèce humaine, mais de rencontrer justement ces gens, de me rendre compte que finalement, quand on se retrouve en galère à l'autre bout du monde, des gens qui vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui n'ont absolument aucun intérêt à vous aider, etc., finalement vont vous aider parce que tout simplement, vous êtes dans une galère et qu'ils ne vont pas vous laisser tout seul dans une galère dans un pays que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est vraiment cette ouverture d'esprit des autres euh, qui nous a forcé aussi nous à ouvrir un peu plus notre esprit. Et puis ensuite l'humilité. Je pense que y a des cultures qui sont qu'on a pu rencontrer, les Japonais, les Chinois, les Asiatiques sont globalement assez humbles. En tout cas, les populations qu'on a rencontrées. Et cette humilité, elle est extrêmement touchante. Très bien. Merci pour ça. Vous nous avez dit, ou en tout cas, plutôt j'ai cru comprendre que vous aviez un petit garçon qui Oui. s'appelle Arthur. Fort de toute cette expérience que vous avez partagée aussi avec Virginie, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre le plus à votre fils, Arthur? Cette ouverture d'esprit, une forme d'empathie, il est déjà très empathique. Et justement, pour moi, c'est vraiment la valeur de base. Je voudrais surtout pas rentrer dans l'esprit de compétition dans lequel on a eu tendance à ma génération en tout cas, à nous entraîner. Je voudrais juste qu'il soit heureux et qu'il soit gentil avec les gens. Je pense que c'est les deux valeurs, l'empathie et la gentillesse, qui sont pour moi les plus fondamentales. Merci. Alors peut-être une dernière question. Vous faites partie du Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer cette association? Ce qui m'a motivé
à rentrer dans cette association, c'est déjà les valeurs qu'elle porte, les valeurs de responsabilité, les valeurs de responsabilité au sens large, donc éco-responsable, responsabilité sociétale, les valeurs de formation aussi. J'adore apprendre, j'adore apprendre. Bon, c'est une belle boucle avec, votre expérience d'une manière générale, puisque c'est un autre voyage, probablement le CJD, qui vous permet de grandir. La parentalité aussi. La parentalité aussi. Oui, c'en est un autre, c'est vrai. Je confirme. Donc finalement, voilà, le CJD, c'est en quelque sorte aussi une autre façon de grandir et de s'ouvrir aux autres Et de se euh, tester. Ouais. et de se tester, d'expérimenter. Mais en tout Exactement. cas, merci beaucoup Henri pour ce partage, ces voyages que vous nous avez fait vivre, nous partager tout ce que ça vous a apporté et j'espère, chères auditrices et chers auditeurs, que eh bien, Henri vous aura inspiré, permettra peut-être à vos enfants de eux aussi tenter l'expérience de partir à l'étranger, de voyager en restant responsable dans la façon de voyager et en ouvrant son esprit au maximum. On a pu se rendre compte à travers le témoignage d'Henri qu'on pouvait seulement en sortir plus grand. Voilà. Donc merci Henri. Euh, Merci Sandrine. à très bientôt. Je vous retrouve dans une prochaine émission et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.